Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire intitulé Définition du besoin, productivité, qualité produit, comment maîtriser cette triangulation. Nous sommes Smart Testing, un éditeur spécialisé dans le test logiciel, comme le nom de notre société l'indique. Ce webinaire, néanmoins, s'adresse autant aux product owners qu'aux testeurs. Les product owners sont en effet responsables de la vision produit, c'est l'aspect stratégique de leur mission, mais ils ont également la responsabilité de la tactique d'exécution, permettant de donner corps à la vision produit. Et dans ce volet tactique de leur mission, notre recommandation est qu'ils fassent du test et des testeurs des alliés. Le webinaire d'aujourd'hui présente une approche à base de représentation visuelle qui permet précisément aux product owners et à leurs alliés testeurs de réaliser avec vélocité et productivité un produit de qualité qui incarne précisément la vision produit. Donc, nous sommes deux à vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Guzal Kusanova, qui fait partie de l'équipe Customer Success Management chez Smart Testing, c'est-à-dire qu'elle met son expertise et son expérience de terrain au service de nos utilisateurs pour que ceux-ci gagnent chaque jour davantage en efficacité dans l'usage de notre solution YEST. Aujourd'hui, c'est Guzal qui sera la principale présentatrice de l'approche que nous vous proposons. À noter que Guzal a pendant un temps été notre product owner pour le produit YEST. Donc, son discours n'est pas seulement théorique, il est au contraire empreint d'expérience et de vécu. Et pour ma part, je suis Michel Guèze, le dirigeant de la société. Je vais jouer le rôle d'animateur. Je serai en particulier celui qui relaiera vos questions et vos remarques à Guzal en fin de session. Parce qu'en effet, un webinar, c'est plus intéressant quand c'est interactif. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions de la plateforme de webinar. Plutôt question que chat, parce que chat, c'est plus difficile à modérer. Donc, utilisez l'onglet questions et nous répondrons à vos questions en fin de webinaire, oralement, pour tout le monde. En tout, nous devrions être ensemble une petite heure, donc 15 minutes de questions-réponses en fin de session. Voilà, je pense que les retardataires nous ont rejoints. Alors, avec ce webinaire, comme je l'ai dit, on a voulu s'adresser autant aux product owners qu'aux testeurs. Et puisqu'on parle de product owner, notre contexte est donc celui de l'agilité. Dans un projet agile, les contraintes majeures, classiques, coût, délai, ne disparaissent pas, ce serait trop beau. Néanmoins, le projet agile se déroule en une série d'itérations pour lesquelles le couple coût-délai est fixé. Et c'est le périmètre développé qui est la variable d'ajustement. Néanmoins, le défi de la productivité reste bien présent et consiste à développer dans l'enveloppe coût-délai fixé le périmètre fonctionnel le plus large possible. Et le pilote de cet aspect exécution, c'est le product owner. Alors, Lisa, à toi. Merci Michel. Il existe plusieurs frameworks qui permettent de mettre en place la méthodologie agile, tels que Scrum, Kanban, si nous citons les plus populaires. Et souvent, selon les organisations, la mise en place de la méthodologie agile diffère. Donc, les activités peuvent varier, les rôles sont différents. Aujourd'hui, nous n'allons pas discuter d'un framework particulier, mais nous prendrons un exemple d'un product owner qu'on va appeler Paul, et nous allons nous familiariser avec ses activités et les problématiques auxquelles lui et son équipe sont confrontés. Alors, dans notre cas, Paul travaille dans une compagnie d'assurance, Garantia, donc en tant que product owner. À ce titre, il a une relation étroite avec les parties prenantes, ça veut dire les utilisateurs, les commerciaux, qui ont un ou plusieurs besoins. Et Paul étudie avec eux leurs besoins et définit une vision de produit qui répond à leurs besoins. Il décrit cette vision, leurs besoins dans les user stories qu'il priorise et stocke dans le backlog de produits. Il décline ensuite cette vision dans les itérations successives, puis ainsi il va préparer la feuille de route de produit. Pour chaque itération, il va sélectionner un ensemble de user stories à développer,
qu'il va communiquer avec l'équipe de développement et pendant que l'équipe de développement va réaliser ces user stories, il reste disponible pour répondre aux questions ou suivre l'implémentation pour s'assurer que le développement répond aux besoins du départ. Une fois que le produit est livré, il va recueillir les feedbacks et va rediscuter avec les parties prenantes. Donc, on pourrait diviser toutes ces activités de pôle en deux catégories, comme c'est mentionné un petit peu par Michel. Donc, la première, c'est la définition de vision du produit, donc définition de la stratégie. Et la deuxième, c'est la mise en place de cette stratégie, donc la réalisation qu'on va appeler tactique d'exécution. Donc, dans notre cas, Paul a déjà beaucoup travaillé sur l'amélioration de ces activités liées à la stratégie, en mettant en place les interviews avec les clients, en mettant en place les techniques de priorisation des éléments du backlog. Et son point de peine aujourd'hui, c'est que l'équipe de développement a une vélocité qui se baisse parce qu'ils comprennent mal le besoin et la qualité du produit à délivrer est en baisse également. Donc, on va voir aujourd'hui dans ce webinaire comment Paul et son équipe vont adresser ces problématiques. Donc, on va commencer avec la première problématique qui est s'assurer que l'équipe de développement comprend bien le besoin. En effet, Paul remarque que l'équipe passe pas mal de temps à redévelopper les fonctionnalités, à corriger les anomalies, puis retester. En fait, tout cela amène que la vélocité de l'équipe est en baisse. Et je suis certain que Michel a quelques éléments intéressants à raconter à ce sujet. Oui, en fait, des statistiques montrent qu'un développeur peut passer plus de 50% de son temps à corriger des bugs ou à réécrire du code à la suite de spécifications incomplètes ou incomprises. Donc, le rework est le destructeur numéro 1 de la productivité de l'équipe produit. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Pour assurer une compréhension fine et partagée de la vision produit et des fonctionnalités à développer au cours du prochain sprint, il y a des méthodes qui existent, telles que le BDD, son langage Gherkin, Given When Then, et la TDD ou la TDD visuelle. Ces méthodes utilisent peu ou prou le même principe qui consiste à affiner la définition du besoin par des exemples d'usage. Il s'agit donc de scénariser l'usage attendu du produit sous forme d'expressions qui sont en fait des tests, des quasi-tests. Ces exemples d'usage sont produits de façon collaborative lors de meetings qu'on appelle traditionnellement les meetings des tres amigos, des trois amigos, et qui regroupent le product owner, le représentant du développement et le représentant des testeurs, de la QA. Ces exemples d'usage utilisent idéalement un langage commun, compréhensible par tous les profils. Ces exemples d'usage doivent être transformables le plus vite et le plus facilement possible en tests automatisés qui donneront le verdict du done-done, c'est-à-dire réaliser et tester. Et ils devraient, dans l'idéal, et ça c'est l'aspect sans doute le plus compliqué, constituer la base de la documentation vivante du produit. Clairement, avec le BDD Gherkin, cette promesse de documentation vivante est rarement tenue. Voilà donc des approches et méthodes classiques de raffinement du besoin. Je vous propose qu'on fasse un petit sondage pour savoir si vous connaissez, si vous vous reconnaissez dans ces pratiques. La question est assez simple, je vais la lancer, si j'y arrive. Voilà. Hop. Pour affiner l'expression du besoin et la partager avec l'équipe agile, quelle méthode utilisez-vous? Alors, j'espère que ça s'affiche. Je ne suis pas sûr parce que je ne le vois pas. Mais, alors, j'espère que le sondage est proposé.
Non, Hop. j'ai l'impression que le sondage n'est pas proposé. Alors peut-être faut-il que vous alliez dans l'onglet sondage. Désolé, c'est la première fois qu'on utilise cet outil. Ah, si, le sondage est proposé, me dit-on, donc ça va. Super. Alors maintenant, est-ce que je vais arriver à voir les résultats du sondage? Telle est la question. Ça, c'est une autre histoire. Nous, on voit les résultats. Bah, c'est très bien, parce que moi, je ne les vois pas. Bon, alors, vous allez prendre connaissance vous-même des résultats, et c'est tant mieux. Mais pour notre part, on ne voit rien du tout sur la console, donc ça veut dire qu'on ne sait pas encore bien se servir de la partie sondage, et j'en suis tout à fait désolé. Ah, si, voilà, il faut qu'on réponde nous-mêmes. Bon, il n'y a pas beaucoup de réponses. Donc, quand même, d'autres pratiques, réunion des trois amigos, c'est ce qui vient en premier, mais avec très peu de réponses pour l'instant. Bon, bah, écoutez, on va passer et on va avancer sur la suite. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que s'agissant du choix qui est souvent un peu difficile entre l'ATDD et le BDD, nous avons fait un webinaire il y a quelques temps là-dessus qui compare les deux approches, et le replay vidéo de ce webinaire est accessible sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. Dans le cas de notre PO préféré, Paul, dans le cas de ce webinaire, il a opté pour l'ATDD visuel, et Guzal va maintenant vous montrer sur un exemple pratique d'une application en ligne de tarification d'assurance automobile comment tout le processus ATDD visuel se déroule. À toi, Guzal. Merci Michel. Alors, avant de passer à la démo, on va revoir ce que nous avons déjà fait. Donc, Paul a déjà recueilli un ensemble de besoins, créé le backlog de produits. Avec l'équipe, ils ont organisé une réunion de story mapping pour partager un peu la vision de produit. Et aujourd'hui, donc, nous avons démarré une nouvelle itération. On va participer ensemble à la planification de l'itération. Puis, nous allons suivre le développement, les tests et la livraison. Donc, tout d'abord, je vais partager avec vous le story mapping créé par l'équipe. On y retrouve 4 thématiques qui sont définies en haut, et puis un ensemble des user stories que l'équipe a à sa disposition, qui sont priorisées de plus prioritaire vers le moins prioritaire. Et on peut retrouver également une vision de planning prévue. Donc, on sait pour la prochaine itération quelles sont les user stories à développer. Alors, on pourra démarrer cette réunion de planification dans laquelle les participants sont Paul, donc qui est product owner, Tess est une testeuse, David est un développeur et Marie qui a un rôle transverse UX marketing. Et dans cette réunion, bien sûr, l'équipe a à sa disposition un ensemble de user stories à développer qui se trouve dans Jira, donc l'outil de gestion de projet de l'équipe est Jira. Et de plus, pour cette réunion, Paul a préparé les différents parcours utilisateurs pour discuter avec l'équipe du besoin. Donc, on va voir ensemble ces parcours utilisateurs. Ainsi, on peut voir donc à droite les différents personnages identifiés par l'équipe pour faciliter la communication. Et on retrouve ensuite les parcours utilisateurs. Donc, nous pouvons voir que tout conducteur, pour obtenir un tarif en ligne, doivent démarrer leur parcours par une recherche de véhicule qui se fait par marque et modèle. Ensuite, il saisit la date de mise en circulation, puis les informations relatives à leur permis et leurs antécédents d'assurance. Ensuite, les parcours, ils varient en fonction de l'éligibilité du conducteur au tarif en ligne. Donc, les conducteurs éligibles au tarif pourront obtenir un tarif annuel en fonction du contrat sélectionné. Ceux qui ne sont pas éligibles
vont consulter un message d'éligibilité et devront appeler un conseiller garantie pour obtenir un tarif. Donc, ici, après cette présentation des différents parcours utilisateurs, lors de la réunion, on peut également positionner des parcours à plusieurs niveaux. On peut créer des hiérarchies des parcours. Par exemple, pour savoir quelles sont les informations à saisir par un conducteur, on peut créer des sous-parcours dans lesquels nous pouvons voir qu'un conducteur doit saisir les données personnelles, la date de mise en circulation de la date d'obtention de son permis, le coefficient de bonus-malus, etc. Donc, cette structuration va nous permettre toujours d'avoir des parcours utilisateurs lisibles. À partir de là, donc, pendant la réunion, différentes réactions vont suivre. Par exemple, celui de Marie. Alors, je vais mettre ma perruque bleue. Alors, imaginez que je l'ai, hein, et je vais dire lors de cette réunion, en tant que responsable marketing et puis très sensible aux aspects d'expérience utilisateur, que, écoute Guzal, écoute Paul, selon nos stats, les clients appellent rarement un conseiller, ils prennent rarement l'initiative de prendre un conseiller, il vaut mieux que ce soit le conseiller qui l'appelle. En effet, tu as raison, Marie. Et donc, dans ce cas, on va récupérer plutôt son numéro de téléphone pour le contacter ultérieurement. On va mettre à jour les parcours utilisateurs tout de suite, tout en restant dans la réunion. Donc, je mets à jour les parcours maintenant que le conducteur demande à être appelé par un conseiller garantie et on va récupérer le numéro de téléphone du conducteur et on va demander quand il souhaite être appelé. D'autres réactions qui suivent? Cette fois, je mets ma perruque blonde pour être la testeuse de l'équipe Tri Amigos et je dis attention qu'est-ce qui se passe si dans le menu déroulant l'utilisateur ne trouve pas son véhicule et la marque et le modèle de son véhicule. En effet, donc j'avais oublié ce cas-là. Merci Tess. Donc dans ce cas, il faudrait que le client également puisse appeler un conseiller. Donc, on va corriger ces parcours utilisateurs. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté ici le cas manquant quand le véhicule n'est pas trouvé par le conducteur. Donc, on peut voir que ce conducteur va faire demande à être appelé par un conseiller garantie. Alors, pendant cette réunion de planification, à travers des parcours utilisateurs, nous avons assuré que chacun des membres de l'équipe ont compris le besoin. La preuve que différentes personnes puissent intervenir pour corriger le problème, les oublis, les manques au plus tôt possible quand ces corrections sont les moins chères. Donc, ces parcours utilisateurs visuels compréhensibles par tous les membres de l'équipe. On va pas s'arrêter là. Donc, ce qu'on va faire, c'est lier les différents user stories à développer à des parcours utilisateurs. Ici, pour la saisie de mise en circulation, donc ce besoin est exprimé par 2 user stories. On va mettre le lien. Ainsi de suite, on pourra ajouter les liens avec les différents user stories dans chacun de ces briques. Cela va nous permettre qu'on va voir l'enchaînement des user stories à développer. Donc, ça nous facilitera prendre décision sur l'ordre de l'implémentation. Et également, un des valeurs encore plus fortes, c'est que souvent, les user stories sont atomiques. Et les développeurs, quand ils reçoivent ces user stories, ont oublié le contexte et donc ils ne savent plus pourquoi nous sommes en train de développer ce user story. D'attacher à chaque user story le contexte de l'utilisation va permettre à l'équipe de ne pas perdre de vue la vision globale, la valeur de ce produit. Donc, après avoir ajouté les différents user stories, l'équipe pourra à tout moment consulter les parcours utilisateurs,
l'ensemble des user stories couverts par ces parcours utilisateurs. S'ils souhaitent regarder plus en détail, ils pourront retrouver quels sont les user stories couverts par telle ou telle action utilisateur. On a vu que pendant cette réunion, Paul et son équipe ont discuté du paramètre de l'itération à travers des parcours utilisateurs et ils ont schématisé les différents user stories pour donner le contexte à ces user stories. On va résumer un petit peu les différentes valeurs de notre méthodologie. Donc, tout d'abord, discuter du besoin à travers des parcours utilisateurs, à travers des exemples d'usage de notre produit, permet à l'équipe de mieux se projeter et de mieux comprendre le besoin. En s'appuyant sur les parcours utilisateurs visuels, donc nous allons établir un langage visuel commun qui est compréhensible à chacun des membres de l'équipe. De plus, nous pouvons attacher un contexte à chacun des user stories afin que l'équipe maîtrise la vision du produit. Parlons maintenant des outils. Donc, notre approche s'appuie sur les représentations visuelles. Il existe plusieurs outils qui supportent cette approche, tels que Drovaio, Visagi, Signavio, Yes4Jira. Et dans notre cas, l'équipe a justement opté pour cette solution Yes4Jira pour des raisons suivantes. Donc, tout d'abord, c'est une app intégrée dans Jira. L'équipe utilise déjà Jira, donc ils n'ont pas à prendre en main un nouveau outil. C'est une app gratuite, étant donné que chaque membre de l'équipe a accès à Jira, donc ils n'ont pas, sans surcoût, ils peuvent profiter de cette application. De plus, la clarification de l'expression du besoin n'est pas le seul problème auquel l'équipe est confrontée. Il y a la question aussi de la qualité du produit à délivrer. Et donc, je vous ai présenté ici un petit peu le premier axe de notre triangle et je laisse Michel de détailler cette partie, les deux autres axes et justement parler un petit peu de qualité. À toi, Michel. Oui, on a vu effectivement la mise en œuvre de l'ATDD visuel dans Jira pour raffiner l'expression du besoin et pour la partager, cette expression du besoin, et aussi pour planifier la réalisation. Donc effectivement, c'est une des arêtes du triangle. La deuxième arête du triangle, la deuxième problématique qui se pose à tout product owner et par conséquent à notre ami Paul, c'est d'assurer la qualité du logiciel est livré. Il va sans dire que c'est un élément indispensable à la satisfaction et à la fidélisation des clients. Alors pour ce faire, Paul, bien sûr, peut compter sur le professionnalisme et le savoir-faire de ses développeurs, mais il peut et doit aussi s'appuyer sur l'activité de test. Celle-ci est également soumise à la contrainte du délai, qui, je vous rappelle, est un paramètre fixe dans le développement agile. C'est pourquoi les équipes agiles sont celles qui adoptent le plus résolument le test automatisé. Seulement voilà, l'automatisation des tests, c'est compliqué et beaucoup d'organisations ne parviennent pas à produire leurs tests in sprint, c'est-à-dire produire les tests du sprint et les automatiser dans le même sprint. Beaucoup d'organisations produisent des tests dans le sprint N et automatisent ces mêmes sprints dans le sprint N plus 1, N plus 2, voire N plus 3. Il y a plein de raisons à cela, hein, notamment la difficulté à trouver des automaticiens de test ces temps-ci. Hein. Le fait aussi qu'on ne sait pas toujours démarrer l'automatisation avant que la fonctionnalité à tester ne soit développée et disponible, que le code soit là. Parce que aussi on a une dette, qu'il faut mettre à jour certains tests automatisés des sprints précédents. Et ça aussi, c'est très compliqué. La maintenance des tests automatisés, c'est le pain point numéro 1. Et puis enfin, se pose l'éternelle question de la pertinence des tests. Quels sont les bons tests à automatiser? Alors, on n'a pas été complètement échaudé par la première expérience. Nous allons relancer un deuxième sondage. Si, on va le faire. Et on va vous demander, est-ce que votre équipe agile parvient à automatiser ces tests in sprint? Alors,
Voilà, je vais essayer de vous, si vous allez dans la partie sondage, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, vous pouvez soumettre votre vote et me répondre si oui, non ou pas toujours vous arrivez à produire des tests automatisés dans le sprint concerné. C'est bien, vous vous êtes pris au jeu des sondages. Moi, je suis quand même un petit peu réticent maintenant avec cette fonctionnalité. Il va falloir qu'on apprenne à s'en servir un peu mieux pour la prochaine fois. Bon, bah, ça a l'air assez compliqué. Alors, je vous rassure, puisque une bonne partie des gens qui ont répondu, alors ça fait pas beaucoup de monde pour l'instant, a répondu non. Mais il ne faut pas vous flageller parce que l'expérience prouve, et notamment l'enquête du CFTL démontre à quel point le problème de l'automatisation est complexe. C'est une enquête qui est réalisée tous les 2 ans et qui montre une grande stabilité sur le niveau d'automatisation des tests. Preuve que c'est un challenge vraiment difficile. Mais Paul et son équipe ont une arme efficace pour relever le challenge en question, à la fois celui de la pertinence des tests et de leur automatisation in sprint. Et cette arme, c'est le fait que l'équipe de Paul, l'équipe produit, dispose de Yes Enterprise, que moi j'aime bien appeler l'IDE du testeur. C'est vrai quoi, les développeurs ont un IDE, un atelier de développement qui leur permet d'être rapide et surtout qui leur permet d'avoir une démarche de développement itérative et incrémentale. Car en particulier, leur IDE leur apporte des fonctions de refactoring extrêmement efficaces. Il est donc normal que les testeurs, notamment qui sont confrontés aux mêmes problèmes de vélocité et de coût délai fixe, aient aussi leur atelier de développement de tests destiné aux testeurs. Et c'est exactement ce qu'est Yes Enterprise, qui en plus a le mérite d'être totalement intégré dans la chaîne outils et tests avec des outils tels que X-Ray et d'autres, et aussi avec Jira, Yes for Jira. Et je pense que tu vas nous montrer ça, Guzal. D'abord la production des bons tests et ensuite leur automatisation. Oui, merci Michel. Alors, pour produire les tests pertinents, les bons tests, pourquoi pas utiliser les parcours utilisateurs que nous avons créés pendant la réunion de Tres Amigos. Et donc, TS va récupérer les parcours utilisateurs créés dans Jira, dans son environnement, dans son IDE, Yes Enterprise. Puis, il va ajouter, donc, il va faire son travail. Ça veut dire concevoir les tests. Pour concevoir un test, c'est une séquence des actions résultats attendus. Donc, nous devons définir les actions résultats attendus et nous allons le faire sous forme tabulaire à l'intérieur de chacun des éléments. Ici, pour la saisie de date de mise en circulation, donc, test souhaite tester 2 cas. Donc, première, que le conducteur souhaite assurer un conducteur déjà mis en circulation. Deuxième cas, que le conducteur n'a pas encore acheté le véhicule qu'il souhaite assurer. Donc, on y retrouve les étapes de test associées et nous pouvons également mettre les liens de traçabilité avec les user stories que nous avons dans Jira. Donc, tout en restant dans son environnement, test va aller rechercher les différents user stories pour mettre cette fois-ci les liens de traçabilité avec les tests qu'il va concevoir. À partir de là, pour avoir ajouté les différents cas qu'il souhaite tester à chacun des briques, il va générer de manière automatique les scénarios de test. Alors, cette génération va nous permettre de s'assurer tout d'abord que tous les cas identifiés, toutes les règles métiers identifiées seront couverts, qu'il n'y a pas d'oubli. Deuxièmement, cette génération va nous optimiser le nombre de scénarios de test générés tout en garantissant la couverture. Alors, cela va ensuite, au final, optimiser l'effort de test parce qu'on aura moins de tests
à maintenir, moins de tests à exécuter. Une fois que test a généré les scénarios de test, ici on peut voir un scénario. Donc on y retrouve de manière classique les actions et résultats attendus. Donc ici, notre personnel Emma souhaite assurer un nouveau véhicule, donc avec une assurance tout risque. On retrouve à droite et on peut voir d'un clin d'œil que ce scénario vérifie un parcours utilisateur nominal qui va jusqu'à la consultation d'un tarif annuel. Et on y retrouve un ensemble de user stories couverts par ce scénario de test. Après avoir conçu et consulté ces scénarios de test, Test est prêt à partager son travail avec toute l'équipe afin qu'il puisse profiter des fruits de son travail au plus tôt. Ainsi, Test va synchroniser les parcours utilisateurs avec Jira. Ainsi, les développeurs auront accès à des différents cas que Test a prévu à tester. Il pourra également mettre un commentaire et mentionner Paul pour demander une validation. Et les tests conçus, il va publier de manière automatique dans son référentiel de test qui est X-Ray. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, X-Ray, c'est une app d'un Jira. Ici, on va voir un exemple de test X-Ray créé par Yeast. Donc, on va retrouver nos étapes de test. On va retrouver les liens de traçabilité avec les différents user stories, tickets Jira, et également les liens avec nos parcours utilisateurs. Alors, également car l'équipe utilise l'API for Jira, il bénéficiait d'une couverture de conception visuelle proposée par cette app. Donc, on peut voir que cette test conçu par Tess couvre la totalité des parcours utilisateurs. Si toutefois l'équipe souhaite voir plus en détail de savoir quels sont les tests qui vérifiaient un véhicule déjà mis en circulation, on peut aller retrouver nos scénarios de test. Également, on a une vision de couverture des différents user stories. Donc ici, Tess a bien fait son travail, il a bien mis les liens de traçabilité avec les différents user stories et il n'a pas oublié les cas à tester. Et si on souhaite, on pourra retrouver les tests vérifiant tel ou tel user story. Donc, après avoir reporté tous les tests sur Jira, ce qu'il va faire Tess, il propose à Paul à organiser un review de plan de test. Lors de ce review, donc, Paul et Tess vont utiliser Yes for Jira et Paul remarque un test particulier qui vérifie un conducteur malicé assurant son véhicule avec un contrat touriste. Là, il y a un problème parce que ce n'est pas possible. Et Paul remarque qu'un conducteur malicieux ne peut pas assurer son véhicule avec un contrat tout risque et qu'il a oublié de préciser ceci dans les critères d'acceptation. Donc, ça, c'est en général des changements que les testeurs n'aiment pas voir apparaître en cours de route. La prise en compte d'évolutions fonctionnelles en cours de sprint, et en cours de développement d'un patrimoine de tests, c'est quand même généralement un peu galère. En effet, mais les bons outils permettent de résoudre des problèmes. Alors, ici, ce que va faire Paul, donc, il pourra, tout en restant dans Jira, corriger les parcours utilisateurs pour prendre en compte finalement cet oubli. Donc ici, comme on peut voir, il a ajouté le fait qu'un conducteur malicieux doit consulter un message d'inéligibilité et que ce conducteur se va proposer seul un contrat au tiers. Alors, après avoir corrigé les parcours utilisateurs, Paul pourra mettre en description de cette correction et mentionner Tess afin qu'il soit notifié. Et Tess, de son côté, quand il va retourner dans son IDE, il va recevoir une notification que les parcours utilisateurs ont été modifiés. Il retrouve donc le commentaire du Paul et il pourra récupérer de manière automatique la correction proposée
par Paul. Donc, bien sûr, il pourra valider, revoir les différentes modifications faites par Paul, donc qui sont présentées de manière visuelle. À partir de là, Tess il va ajouter le cas manquant qu'il s'agit d'un conducteur malicieux qui doit consulter le message d'inéligibilité. Donc, il a ajouté ce cas que Paul au départ a oublié et il a repartagé ses parcours utilisateurs avec l'équipe. Mais ici, ce que tu disais, Michel, ça devient encore plus intéressant. C'est, on avait des tests. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ce que les testeurs n'aiment pas parce qu'il faut les revoir un par un et c'est très chronophage. Absolument. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir un IDE à ce moment-là parce que, comme pour les développeurs, il y a des IDE qui leur aident. Pour Tess, son IDE va faire ce calcul de l'impact de manière automatique. Ici, Yes l'indique à Tess qu'il y a un test qui a été impacté. Donc, Tess revoit également l'impact sur la couverture des parcours utilisateurs. Donc, on peut voir ici clairement que la correction apportée par Paul n'est pas couverte. Tess va consulter le scénario de test impacté. Donc, on retrouve bien qu'il s'agit d'un conducteur Léo qui est malicieux, qui sélectionne l'assurance tout risque. Et c'est un cas incohérent, donc il demande à son IDE de proposer des corrections. Là, la correction proposée qui convient à Tess, c'est que tout en gardant les caractéristiques du conducteur malicieux, donc au lieu de sélectionner le contrat assurance tout risque, Léo va consulter le message d'éligibilité et il se voit, donc il aura le contrat au tiers sélectionné par défaut. Donc Yest fait le calcul d'impact et la proposition, la suggestion de correction. Exactement. Et c'est ça d'ailleurs qui va permettre à l'équipe d'être flexible au changement, de ne plus avoir peur de ces changements et de concevoir, donc avec la génération automatique, rapidement les tests et de pouvoir facilement apporter des corrections. Donc, Tess a pris un petit peu d'avance sur la partie de conception des tests et il devient proactif et propose d'aider à l'automatisation et de démarrer l'automatisation plus tôt. Avant de passer à l'automatisation, donc on va discuter un petit peu comment il travaillait l'équipe. En fait, c'était l'automaticien qui se chargeait de l'automatiser. C'était le problème d'automaticien. Parfois, il recevait donc les tests conçus par Tess, il réécrivait pour que ce soit automatisable, recomprendre, puis préparer l'environnement, écrire les scripts d'automatisation, et si quelque chose n'allait pas bien, donc c'était le problème d'automaticien. Et après avoir vu les différentes possibilités avec son IDE, Tess, cette fois-ci, propose que l'aider à l'automaticien à automatiser les tests, sachant que Tess ne sait pas coder, hein, donc c'est pas quelqu'un de background très technique. Comment ils vont faire? Alors, tout d'abord, la première question, c'est automatiser les bons tests. Donc, il faut bien sélectionner les scénarios de tests à automatiser et pour cela, Tess préconise qu'il y a 3 personnes qui participent à cette sélection. Donc, Paul, qui connaît très bien les utilisateurs, leur comportement, et il connaît bien les parcours utilisateurs les plus fréquents. L'idée ici, quand même, automatiser les parcours qui sont les plus fréquents. Tess qui connaît bien les scénarios de test, qui a expertise métier, et l'automaticien qui connaît donc ce qui est automatisable et connaît aussi le coût d'automatisation. Puis Tess va se charger de préparer les jeux de données. Donc ici, dans notre cas, il s'agit de recherche de véhicules. Donc on a des différents véhicules qui sont à disposition. Puis Tess va produire en collaborant avec l'automaticien, les scripts d'automatisation. Donc, ça veut dire qu'il va préparer les squelettes qui sont prêts à l'exécution.
Et l'automaticien, de son côté, lui, il va se concentrer sur la partie technique, il va développer les mots-clés. Donc ici, on va s'appuyer sur l'approche basée sur les mots-clés. Donc les mots-clés, à savoir, ce sont une ou plusieurs actions qui s'effectuent par un robot, donc qui sont interprétables par un robot. Donc cette approche permet finalement de mieux répartir les tâches. Au lieu que l'automaticien soit qui fait tout, il permet à test de démarrer, donc au testeur fonctionnel démarrer le plus tôt la conception de tests parce qu'on n'a pas besoin que l'environnement soit prêt pour pouvoir automatiser. Et test pourra concevoir les tests, préparer les jeux de données, générer les scripts et faire des maintenances fonctionnelles comme les corrections qu'on vient de voir apportées par Paul, ou peut-être qu'il faut maintenir aussi les jeux de données, potentiellement les conducteurs ils peuvent changer. Et l'automaticien, lui, il va se concentrer sur ce qu'il sait faire mieux, c'est la partie vraiment technique où son expertise est indispensable, c'est développer les mots-clés, faire des maintenances techniques et pourquoi pas aider à la mise en place de l'intégration continue. Donc, cette collaboration entre ces deux acteurs va nous permettre que on va réussir enfin faire des tests in sprint, comme tu disais, Michel. Alors, étant donné que nous avons pas beaucoup de temps, on ne pourra pas vous démontrer aujourd'hui comment un testeur fonctionnel pourra mettre en place l'automatisation des tests, comment il va contribuer à l'automatisation des tests. Nous vous proposons de revoir notre webinaire que nous avons déjà fait, dans lequel on montre pas à pas les activités de testeur fonctionnel pour aider à l'automaticien, aider à l'équipe de réussir ce projet d'automatisation. Et nous nous rapprochons maintenant à la fin de l'itération et ça veut dire que fin d'itération, le développement est fait, les tests sont exécutés et dans notre cas, on peut revoir la couverture d'exécution visuelle des tests. Ici, pour nous, 6 tests ont passé, donc un cas qui est un échec, qu'il s'agit d'un véhicule non trouvé. On peut voir de manière visuelle le parcours utilisateur impacté. Également, on peut voir le user story qui est un échec parce que le test vérifiant ce user story est un échec. Donc, ces différentes couvertures vont permettre à Paul, à Release Manager et à l'équipe de mieux évaluer les différents risques liés à la mise en production. Est-ce qu'il faudrait corriger tout de suite pour l'itération suivante, etc. Pour résumer de cette deuxième partie, ce que nous avons vu, en se basant les tests sur les parcours utilisateurs, nous garantissons que les tests sont pertinents parce que nous allons discuter de ces parcours utilisateurs tous ensemble. Ayant un environnement de tests dédié au développement de tests va permettre d'être flexible au changement et supporter le rythme de développement agile. La collaboration qui se fait à plusieurs niveaux entre Paul, Product Owner, testeur fonctionnel, automaticien va permettre à nous d'atteindre l'objectif commun qui est de délivrer un produit de qualité. Et je pense que, Michel, tu dois avoir le retour d'expérience sur ce sujet. Oui, tout à fait. Je voudrais partager le témoignage d'un de nos clients qui est Monsieur Mathieu Meyer de la compagnie d'assurance Generali. On reste dans les assurances. Donc, Monsieur Meyer, il est justement QA manager, hein, donc il a décidé de se doter de notre solution YEST essentiellement pour des questions de productivité, de pertinence des tests, d'accélération de l'automatisation, bref, des problématiques de tests pour son équipe de tests. Et aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est d'abord évidemment que YEST remplit son office pour cette partie strictement testing, mais que la valeur la plus inattendue qui fait la différence aujourd'hui dans son organisation, elle n'est pas forcément au niveau du test, mais ça se passe en amont. Donc, vous pouvez lire le témoignage, je vous le lis également.
La modélisation graphique permet un partage beaucoup plus concret, rapide, mais aussi pertinent, notamment auprès des business analysts et du métier. Ensemble, nous identifions d'éventuelles incohérences sur les spécifications. Pouvoir échanger avec les BA et les product owners au niveau des fiches Jira Agile et des US sur les tests que nous avons conçus pour leur validation est quelque chose de très précieux. Cela permet une prise de conscience de la qualité plus globale. Donc, c'est effectivement un témoignage très intéressant. Et en conclusion, si vous adoptez des pratiques collaboratives faisant la part belle au visuel, parce que le visuel a une puissance de communication sans pareil. On dit souvent qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, si vous faites cela avec un outillage qui soutient ces pratiques collaboratives et visuelles, alors vous augmentez votre vélocité et votre capacité à livrer sprint après sprint des fonctionnalités et un produit de qualité. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation et on va maintenant passer à vos questions. J'espère que vous avez utilisé le module questions de notre plateforme. Et en attendant d'en lire une, je t'en pose une à Guzal. Comment gère-t-on les workflows graphiques et les user stories dans le temps? Tu vois, pas seulement sur la partie du sprint, mais tout au long de la vie du produit. D'accord. En fait, en effet, une des problématiques récurrentes qu'il peut y avoir, c'est la volatilité des user stories. En fait, les user stories, il y en a beaucoup et ils sont assez atomiques et que n'ayant que des user stories, la problématique qui est que finalement, à un moment donné, on peut se retrouver que pendant le sprint, tout va bien. Après sprint, après plusieurs itérations, on va perdre finalement une documentation. Et dans notre cas, pour les parcours utilisateurs, ce qu'on va faire, on va réutiliser chaque fois ces parcours utilisateurs. Parce que chaque fois, on va faire l'incrément de produits, donc on va ajouter des fonctionnalités supplémentaires et les fonctionnalités que nous avons déjà développées ne disparaissent pas. Et donc, on pourrait aussi de manière visuelle démontrer quelles sont les fonctionnalités qui existent déjà, quels sont les nouveaux parcours utilisateurs qui vont venir s'ajouter ou comment les nouveaux besoins vont venir modifier les parcours utilisateurs existants. Et car on va toujours mettre à jour, donc l'idée c'est toujours mettre à jour ce parcours utilisateur et les réutiliser, finalement, on pourrait créer une sorte de documentation afin que l'équipe puisse se repérer à ces parcours utilisateurs visuels pour toujours comprendre comment mon produit fonctionne, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui, maintenant. Et la lecture à travers des parcours utilisateurs qui va présenter une vision plus globale, c'est plus facile à comprendre que d'essayer de retrouver les user stories que nous avons développées il y a 10 itérations, de retrouver ces critères d'acceptation, etc. Oui, je comprends bien la notion de volatilité des user stories versus la permanence des parcours applicatifs. D'ailleurs, ça rejoint une question qui nous est posée là. D'après votre expérience, les développeurs sont-ils intéressés par les workflows graphiques? En fait, oui, hein, ils le sont, puisque c'est une façon pour eux de se retrouver et de contextualiser le développement qu'ils ont à réaliser. C'est bien ça? En effet, c'était d'ailleurs quelque chose qui était assez surprenant parce que au début, on ne savait pas très bien que s'il y avait la valeur ajoutée de ces parcours utilisateurs et par nos clients qui ont adopté cette approche. En fait, on y retrouvait parfois même les développeurs qui demandaient aux testeurs partager ces parcours utilisateurs au plus tôt et même de vouloir consulter les cas qu'il a prévus le testeur a testé pour que
il puisse prendre en compte au plus tôt de ne pas oublier, finalement, il va construire aussi des checklists pendant le développement de user story, de prévoir toutes les cas parce que là, pour le développeur, si on va se mettre en mode dans le fonctionnement de développeur, c'est plus facile quand je développe de prendre en compte prévoir différents cas qu'une fois que c'est développé, se retourner de la validation, il faut qu'on corrige les anomalies. Attends, je dois remettre qu'est-ce qu'il était le sujet, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça devient beaucoup plus coûteux à ce moment-là. D'accord. On va prendre une ou deux dernières questions. L'une d'elles dit, les logigrammes sont surtout destinés aux tests, n'est-ce pas aux testeurs de les réaliser? Bon, ça peut être une responsabilité partagée entre product owner et testeur. En tout cas, il faut que le product owner adhère totalement au parcours applicatif, au workflow qui aurait été développé par le testeur. Après, qui le fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, il doit y avoir une sorte de propriété partagée entre le PO et le testeur. Tu es d'accord avec ça, Guzal? Oui, je suis d'accord. Donc, ici, on a vu un cas d'usage, on pourrait prévoir que les testeurs qu'ils prennent le lead et il va partager puis pour discuter à travers ses parcours utilisateurs. Allez, on prend la dernière question qui dit si je dois faire évoluer mes tests, je le fais dans Yest ou dans X-Ray? Où est mon référentiel? Donc, je pense que clairement le référentiel c'est X-Ray, mais Yest c'est votre IDE. Donc vous faites évoluer vos tests avec Yest et vous reportez les résultats dans X-Ray. D'ailleurs, comme les développeurs refactorisent leur code dans leur IDE, mais leur référentiel de code, c'est Git ou quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est exactement le même principe. Le travail se fait dans Yest et est reporté dans X-Ray, en l'occurrence, pour le cas de notre démonstration. C'était la dernière question. On va mettre fin à ce webinaire. Alors, on avait prévu un dernier sondage, une sorte d'enquête de satisfaction. On va la lancer, hein, puisque maintenant, on commence à être un petit peu rodé. Et donc, cette enquête de satisfaction, c'est pour savoir donc, si vous avez été satisfait de ce webinaire et si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Donc, vous avez en fait deux questions dans la même question. N'hésitez pas à y répondre. Et on vous remercie beaucoup de votre participation et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec Smart Testing, nos produits et pour les testeurs, les product owners, les automaticiens de test. À bientôt à tous. Merci beaucoup. Encore de votre participation. À bientôt.